Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'affection que vous portez à cette chaîne et puis le suivi, tous les retours que vous faites. Moi, ça m'aide énormément à grandir sur les contenus que je peux vous proposer. Donc, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Abonné sur les plateformes d'écoute de ce podcast, vous pouvez le faire aussi. Et encore une fois, c'est un plaisir de lire vos retours quand je communique sur des sujets. Donc aujourd'hui, on va parler de la prise de décision. J'ai besoin d'avoir vos retours et de voir ce qui se passe pour que ce soit pas juste une dimension un peu, unilatérale, mais que ce soit un flow entre nous et que je puisse continuer de vous nourrir à travers les différents épisodes de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui est phare dans l'accompagnement de chaque être humain dans ce qu'il a besoin de vivre, c'est-à-dire, la prise de décision, qui est un sujet d'une importance fondamentale pour moi chez les leaders. Je suis partie d'un constat, pour tout vous dire sur cet épisode. Je me suis dit: «OK, j'observe que les grands leaders, ils ont une capacité à prendre des décisions rapidement, même quand ils sont dans une zone de flou». Et j'observe qu'en fonction de notre niveau de leadership, on va mettre plus de temps et surtout on va rester dans des espaces de non-décision et ces espaces de non-décision ont un coût. Vous connaissez, il y a le coût de l'inaction. Quand on ne fait rien, souvent on se dit: «Ah bah, je ne fais rien, il se passe rien». Non, non, je ne fais rien, donc tout ce qui est désaligné, ça continue à gratter comme ça du terrain et ça continue un peu à contaminer nos espaces et nos espaces d'expansion. Donc il y a un vrai coût, en fait, à ne pas prendre des décisions. Donc moi, j'ai envie de vous aider aujourd'hui à mieux prendre vos décisions. Je suis partie pour ça j'ai regardé un peu ce qui se passait sur, pourquoi les grands leaders, ils ont une capacité de prise de décision qui est très rapide et ce qu'on observe. Donc déjà, ce que je dis, il y a beaucoup d'études, vous pourrez rechercher sur internet qui le montrent bien. Rapidité de prise de décision égale performance. Ce qu'on observe aussi, ce que j'ai lu dans certaines études, c'est que bien sûr, plus on prend une décision rapidement, plus si c'est la bonne décision pour nous, on va en récolter des fruits incroyables. Si c'est la mauvaise décision, oui, ça peut être un peu boum et nous éclater en pleine face. Il y a un point qui est essentiel, c'est que quand on a envie de se positionner dans son rôle de leader, et qu'on le sait, parce que c'est un choix à chaque instant d'être leader, c'est pas je suis leader, je suis pas leader, c'est un choix à chaque instant dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de faire des choix du cœur, dans ma manière d'être en reliance avec l'autre et avec moi-même pour ce monde et pour la Terre. Quand on est depuis cet espace-là, la question à se poser et ce qui est invité à regarder profondément à l'intérieur de nous, c'est quand on a peur, de prendre des décisions et des conséquences, c'est OK, si je prends des décisions et qu'il y a des conséquences qui sont plutôt négatives, quel est le pire scénario? Et c'est ce qu'on va aller explorer ensemble. Je vais vous proposer comme un processus pour que vous puissiez améliorer votre prise de décision. J'ai un autre objectif dans ce podcast, c'est que vous puissiez switcher sur, des décisions qui sont dans l'ordre du mental intuitif. Donc à la fois des décisions qui soient stratégiques pour vous, mais aussi qui soient intuitives par rapport à vous et par rapport à, des connaissances, par rapport à, un fil, je peux le définir comme ça, mais un fil de liaison avec, des lois de l'univers qui sont beaucoup plus grandes que nous. Il y a une sagesse qui est définie à l'intérieur de la prise de décision et j'ai envie de vous amener dans cet espace. Je vais vous dire aussi la genèse de pourquoi, je fais cet épisode, je l'ai déjà expliqué un peu. Moi, ce que j'observe chez mes clients, c'est, une tendance à prendre des décisions dans lesquelles il y a le moins de risques possible. Erreur. Parce que quand on prend une décision où il y a une zone de risque, c'est là où on peut gagner. Quand on prend des décisions qui sont ultra sécurisantes pour nous, il n'y a pas réellement d'enjeu et il n'y a pas réellement de gain. Et moi, je le vois par exemple dans l'univers de l'accompagnement. Toutes les personnes qui vont prendre des accompagnements pour se sécuriser où il n'y a pas trop de risques, là c'est simple, il n'y a pas trop de gain. Quand on prend une décision où on est mais all in, vous voyez, on met vraiment les cartes sur la table et on se dit en fait, hem, l'option «j'échoue» n'existe pas. Quand on est vraiment dans cette visée-là en fait, il y a beaucoup plus de chances d'être dans le succès que de prendre, je ne sais pas, par exemple, imaginons je fais un investissement et je me dis: «Bon, plutôt que de faire un investissement à 10 000 €, je vais faire un investissement à 500 € comme ça je sécurise».
Bah, en fait, moi, je me rends compte, mais vraiment quand j'observe le marché, que ce sont des personnes qui vont faire des investissements à 500 000 € pendant longtemps et il y a pas grand-chose qui va bouger et puis de temps en temps, un petit investissement à 2 000 3 000 €. Quand je parle du prix, vous pourrez le relier à un autre épisode de podcast où je parlerai des clients premium. Mais en tout cas, il y a cette configuration-là où on fait petit investissement par petit investissement, il y a pas grand-chose qui bouge. Donc je vous invite à regarder quelle est la prise de risque quand vous prenez des décisions. Et comme là, je parle d'investissement, ça me donne l'occasion de vous raconter une petite histoire. Quand j'étais en école de naturopathie, j'étais en mode Joe la misère. J'avais plus une thune. Enfin, il me restait un tout petit peu d'argent, mais je gagnais très bien ma vie. Je travaillais dans les grandes entreprises du CAC 40 à Paris et j'ai tout quitté. Je suis partie voyager en Inde pendant 1 an et après j'ai repris une étude, une école de naturopathie. Et à ce moment-là, je touchais le chômage, mais j'allais plus le toucher pendant très longtemps. Donc j'avais vraiment besoin que mon école de naturopathie, elle soit financée. Elle n'a pas été financée. Il y a quelqu'un qui dépendait du même organisme de Pôle emploi que moi, qui a été financé pour la même école de naturopathie et on avait le même type de profil. Et je me souviens que je suis allée voir le directeur de mon école de naturopathie et je lui ai dit, «Bah, en fait, je suis dégoûtée. Je trouve ça mais tellement injuste». Et moi, j'ai toujours une relation avec les aides très particulière qui, je pense, a créé mon succès. C'est que quand il y a une réglementation qui sort, avec des aides spécifiques type le Covid, donc le Covid, j'étais quand même auto-entrepreneur, j'aurais dû toucher de l'argent comme tous les auto-entrepreneurs. Bah non, moi je suis toujours un cas à part spécifique qui fait que j'ai pas touché d'argent. Mais c'est l'histoire de ma vie en fait, de n'avoir jamais reçu d'aide. Et parce que j'étais en couveuse d'entreprise pour information et on était un petit pourcentage d'entrepreneurs en France qui faisaient partie on n'était pas dans le cadre, posé. Il y a toujours des exceptions et moi, j'ai toujours fait partie des exceptions. Donc pour ce financement de mon école de naturopathie avec Pôle emploi, j'ai fait partie de cette exception. Je vois mon directeur d'école de naturopathie et je me mets un peu à dire: «Bah, en fait, c'est injuste» et un peu à douter de mon investissement. Et il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Il m'a dit: en fait, Amandine, il y a très peu de personnes qui vont faire cette école de naturopathie, qui vont réellement devenir naturopathes parce que ça nécessite, être naturopathe, en fait, ça nécessite, d'avoir une posture entrepreneuriale et de show off et de se montrer et d'oser y aller. Et il m'a dit: «Généralement, ce sont ceux qui payent, qui réussissent à devenir naturopathes et tous ceux qui se sont fait financer leur formation, soit par leur entourage, soit par des organismes, il y a pas assez de gasoil à l'intérieur, il y a pas assez de carburant, donc ils ne deviendront pas naturopathes». Il me dit ça, à ce moment-là, je l'écoute, mais je lui dis: «Oui, tu es bien mignon, mais j'aurais quand même bien aimé toucher l'argent, hein». Mais en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que, quand on prend des décisions depuis un espace de: «Mais il y a pas moyen que je réussisse pas», généralement, on met toutes les conditions de son succès de côté. Et je vais vous donner un exemple. Cet été, j'ai rejoint une école de vente, moi, je suis entrepreneur depuis 2017, et j'étais aussi dans le milieu des startups avant. Mais c'est la première fois que je fais une école de vente. Donc j'ai rejoint une école de vente et les cours ont lieu en heure de Thaïlande, donc j'habite en Thaïlande. Les cours, ils ont lieu à 23h. Enfin, ils avaient lieu. Ça a changé entre-temps, mais ils avaient lieu au moment où j'ai pris ma décision. 23h tous les soirs, je me suis dit: «OK, faire des cours en Thaïlande, ça veut dire que je vais me coucher tard». Vous voyez, quand on fait une formation tard le soir pour dormir, c'est compliqué. Je me suis dit: «Je vais passer 2 mois à me coucher tard, ça me va pas pour mon énergie personnelle». Comme j'allais en France pour une formation sur 3 jours, je me suis dit: «Bah, en fait, je vais rester en France pendant toute la durée, ou en Europe au moins, pendant toute la durée de, la formation pour que ce soit un horaire acceptable pour moi». Donc à l'époque, du coup, c'était à 18h pour que ce soit acceptable. J'ai pris cette décision. Il est bien évident que le fait pour moi d'avoir pris une décision qui a un impact, parce qu'en ce moment, je suis pas chez moi, dans ma maison en Thaïlande, je suis en déplacement en France, donc ça a un réel impact. J'ai pas pris cette décision en me disant, par confort, vous voyez? J'ai pris cette décision parce que je me suis dit: «Comment je peux créer les conditions du succès pour moi avec cette formation?» Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à regarder quand vous prenez une décision et on va en parler parce que je vais vous livrer un peu le processus de prise de décision pour vous. Comment je peux créer, un terreau de succès? Ma sœur, elle est productrice de plantes médicinales, donc je prends souvent cet exemple, puis moi j'étais naturopathe avant. Donc il y a la terre et dans la terre, il y a des nutriments, il y a les vers de terre et ce qui fait qu'une plante, elle va bien pousser, c'est qu'elle va être dans le bon terreau pour elle. Et donc moi, je me suis posé la question: «C'est quoi le bon terreau pour moi, pour recevoir les enseignements et pour créer de vrais shifts pour moi?» Donc je vous invite à vous poser ces questions-là aussi.
quand vous avez des décisions à prendre. Donc, je vais en venir sur un mini processus que je vous propose pour améliorer votre prise de décision. Première étape. Et première étape la plus indispensable. Connectez-vous à votre vision. Et c'est pour ça que quand on est leader, c'est indispensable en permanence d'être connecté à notre vision. Et si on voit qu'à certains endroits, on est déconnecté de la vision, la priorité, c'est la reconnexion à la vision. C'est pas passer par autre chose à côté. C'est je me reconnecte à ma vision. Et ça peut passer par des actions, bien sûr. Pourquoi je vous propose dans un premier temps de vous reconnecter à votre vision? Parce que quand on veut aller dans un endroit, dans une direction, il est important de vérifier à chaque instant que toutes les décisions que vous prenez, elles viennent servir cette vision. Et moi, ce que je vois chez les leaders que j'accompagne, c'est que parfois on va prendre des décisions qui vont dans un autre sens. Ah oui, mais j'avais cette envie-là à ce moment-là. Ah oui, mais il se passait ça. Et je dis pas qu'on n'est pas invité à suivre nos envies, parce que vous savez que c'est mon credo de vie en fait, de suivre ce feu intérieur et ce feu sacré, mais en reliance avec notre vision. Ne pas se faire balader par la vie comme ça, par tout ce qui peut arriver, en reliance. Et donc, on va regarder, est-ce que ma décision, la décision que je vais prendre là, elle vient servir ma vision? Et si je choisis A, B ou C, comment ça sert ma vision? Ça, c'est déjà une première étape que vous pouvez vérifier. La deuxième étape, quand vous allez prendre une décision, c'est de regarder, et j'en ai parlé tout à l'heure, quel est le scénario magique, dans un idéal ce qui peut se passer, et quel est le scénario catastrophe. Donc là, quand je vous propose un peu ce protocole, ce que je vous invite à faire, c'est à regarder quelle est, là, par exemple, en écoutant cet épisode, vous avez peut-être une décision à prendre. Une décision qui traîne, où vous vous dites, mais j'ai pas tous les tenants et les aboutissants pour prendre cette décision. Donc déjà, je tiens à vous rassurer, là aussi, il y a des études qui sont sorties dessus dans des magazines, sur le leadership, des grandes études qui sont reprises par des magazines que j'ai lus et moi qui m'ont toujours interpellée. C'est qu'un grand leader, il a une capacité à prendre des décisions dans un environnement incertain. Et moi, à chaque fois que je suis en plein doute et que j'ai pas tous les éléments pour prendre mes décisions, à chaque fois, je me raccroche à ça. Je me dis, mais écoute, Amandine, toi, ton objectif pour créer de l'expansion, pour créer des résultats incroyables, c'est d'être dans ton leadership. Pour moi, c'est la clé fondamentale. Et donc, si tu veux être dans ton leadership, ça veut dire que chaque décision doit être prise depuis un espace de leadership. Ça, c'est important de regarder. Avec quelle intention vous prenez vos décisions? Est-ce que ce sont des décisions qui sont prises depuis une part blessée de vous, depuis une part qui a peur de l'échec, depuis une part, je pourrais dire, inférieure de vous, ou une version du passé, en fait, qui n'a plus rien à faire avec vous? Ou est-ce que ce sont des décisions qui sont prises dans votre grandeur, dans votre lumière, dans un espace où vous savez ce qui est possible? Regardez ce point-là. Et donc, je vous invite à sortir de l'illusion que quand on prend une décision, on sait tout. On a des informations sur tout et on sait exactement ce qui va se passer. Bah non, on ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui fait que ça demande beaucoup de courage de prendre des décisions. Et quand je dis courage, c'est courage, le cœur. Donc c'est relié à cet espace vivant qui est mais qu'est-ce que je sens profondément à l'intérieur de moi? Donc avant de passer sur cette partie-là, je reviens sur le scénario magique. Donc, vous allez identifier, choisissez là une décision que vous avez à prendre, identifiez le scénario magique. Donc, prenez un instant et puis regardez, ok, si tout se passe bien, exactement comme je l'imagine, comme ce qui est possible, à partir de votre vision d'aujourd'hui, hein, si tout se passe bien, qu'est-ce que cette décision, elle peut apporter dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle peut transformer? Vous allez regarder. Et ensuite, vous allez regarder quelles sont les ressources dont vous allez avoir besoin pour amplifier ce scénario magique. Parce que vous savez, nous, les êtres humains, on est plutôt limités. Et donc, on va voir petit, en fait, en permanence, en permanence. Et c'est comment on fait pour voir de plus en plus grand. Et plus je vois grand, plus la vie va m'amener des ressources pour m'aider à réaliser grand. Donc, on a besoin de voir grand. Ça, c'est la première étape. Et donc, quand je vous dis quelles sont les ressources pour m'aider à atteindre mes résultats, ça peut être quelles sont des ressources extérieures, des compétences,
Ça peut être des ressources en termes de temps, ça peut être des ressources en termes d'argent, ça peut être, des personnes qui sont autour de nous, qui vont nous aider, à réaliser ce qu'on a envie de réaliser et quand je dis qu'ils vont nous aider, ça peut être délégués, ça peut être des mentors, hem, ça peut être des personnes qui ont moi je dis des mentors, mais aussi des bons conseils, donc c'est de qui je m'entoure et ça, c'est un point important. Quand vous prenez des décisions, ne demandez jamais des conseils à ceux qui n'ont pas réalisé ce que vous voulez réaliser et dans n'importe quel domaine de vie. Ça peut être bon parfois, ça peut être un bon conseil, mais généralement, c'est beaucoup plus inspirant et au bon endroit et dans une justesse quand vous demandez à des personnes qui ont déjà réalisé ce que vous voulez réaliser. Je donne un exemple concret. Imaginons que vous avez envie de pivoter votre entreprise, changer votre niveau de clientèle et passer sur un niveau premium. Si vous demandez à des conseils à des personnes qui sont plutôt dans une optique de servir tout le monde, qui n'ont pas une optique de positionnement premium, mais qui veulent, avoir des prix accessibles pour tout le monde et cetera. Si vous demandez des conseils à ces personnes-là, il est fort à parier qu'elles ne vous donnent pas les bons conseils, qu'elles donnent des conseils par rapport à leur référentiel, par rapport à leur cadre de vie. Donc faites attention à ça. Et quand vous imaginez le scénario magique, au moment où vous prenez votre décision, vous pouvez regarder des personnes, de référence, des personnes inspirantes, ce qu'elles ont réalisé dans leur vie et ce qu'il est possible de faire. Là, on est à la deuxième étape, donc de regarder le scénario magique et de regarder le scénario catastrophe. Sur le scénario catastrophe, alors ça, c'est dur, hein. Moi, c'est vraiment je le témoigne, c'est pas évident. C'est la partie la plus difficile pour moi, vu que j'ai un caractère un peu fonceur, donc ça dépend des personnes, hein. Moi, j'ai un caractère fonceur en mode: «Ça va marcher» et donc regarder le scénario catastrophe, je sens que ça me fait, je pourrais le dire comme ça me fait baisser en vibration et ça m'arrange pas et mais c'est une erreur pour moi de ne pas regarder les scénarios catastrophes et là, ça fait 1 an et demi que j'ai appris à le faire et beaucoup plus et je vois que ça m'aide parce que ça me permet d'anticiper et plutôt que de me dire: «Non, je me branche tout le temps à ma plus haute version et je ne regarde pas le scénario catastrophe» et donc pour moi, c'était un peu du déni, hein, avoir des œillères. Là, je vais avoir une, posture un peu plus stratégique et moi, c'est, là où je vous guide, c'est, de faire comme un mariage, une alliance entre votre posture stratégique et votre posture intuitive et on ne peut pas travailler que dans je suis dans la 5D, dans la 6D et cetera. On ne peut pas être que dans ces espaces-là. À un moment, il y a une réalité du monde à regarder pour pas se casser la figure, en fait et d'être conscient et d'être, j'allais dire plutôt dans une posture d'adulte et donc je vais regarder le scénario, catastrophe. OK. Donc là, c'est émotionnellement, c'est pas évident, mais c'est bien. Ça donne l'occasion d'aller explorer et de se dire: «Ah! OK. C'est quoi les émotions qui bloquent là? C'est quoi ce que j'ose pas voir?» et donc aller explorer son leadership émotionnel. Donc ça, c'est des sujets qu'on explore au sein de mes accompagnements, le leadership émotionnel et si je vois qu'en explorant le scénario catastrophe, il y a des émotions qui remontent, il s'agit pas de les fuir. Il s'agit d'aller regarder concrètement ce qui se passe. Dans l'espace, première étape de mes accompagnements, mais vraiment l'espace, que généralement mes clients rejoignent dans un premier temps, il y a toute une formation sur le leadership émotionnel, avec une exploration et c'est une formation très pratico-pratique pour que vous puissiez aller explorer vos émotions et ça, je vous le conseille parce que dans votre prise de décision, si vous vous laissez prendre par vos émotions, ça va vous bloquer et moi, ce que je vois, surtout dans le milieu du dev perso, c'est qu'il y a une capacité à se mentir à soi-même et ça me je sens l'énergie qui circule quand je vous dis ça tellement c'est fort et tellement je trouve que c'est un mensonge du dev perso. Donc des personnes qui vont avoir une décision à prendre et il y a une sagesse intérieure, il y a le cœur qui a dit oui. Il y a quelque chose de très fort qui a dit oui et en fait, ces personnes vont dire non et vont dire: «Ah en fait, j'ai senti dans mon corps que c'était pas juste pour moi et pas aligné, donc je n'y vais pas». Ce dont je me rends compte, bien souvent, c'est que les signaux du corps qui ont été envoyés ont été pilotés par la peur, par le passé et par le trauma. Et comme la personne est revenue a quitté j'allais dire, je vais le caricaturer comme ça, mais a quitté le système patriarcal qui dit,
qui nous coupe de nos émotions et que la personne est revenue dans son corps et ses émotions. Pour elle, son corps et ses émotions, ce sont son seul guide et elle dit: «Beh, j'écoute toujours mon corps et mes émotions parce que mon corps et mes émotions ont la réponse pour tout». Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça et je pense qu'il y a pas que notre corps physique, il y a des corps subtils tout autour et que le processus de décision, il arrive de plein d'espaces possibles. J'entends aussi parfois dans le human design que je trouve mais passionnant, mais je vois des écueils, dans la compréhension du human design. Un jour, il faudrait que je me forme vraiment au human design parce que, je vois des écueils profonds. Donc quelqu'un qui va me dire par exemple, «Bah, moi j'ai une prise de décision sacrale, donc là ça s'est fermé au niveau du ventre, donc c'est non». Bah, non, ça s'est peut-être fermé au niveau du ventre parce que tu as une mémoire traumatique au niveau du ventre et peut-être que c'est lié et ça j'en parlerai un jour dans un prochain épisode de podcast, j'ai besoin de le poser, mais peut-être que c'est lié à, soit au niveau transgénérationnel, soit pour toi, à des blessures liées à, je vais pas le détailler là, mais à des processus de viol, voilà et que ce n'est pas lié à ton espace de prise de décision de Human Design. Peut-être que tu as une mémoire qui est bloquée là, qui s'est cristallisée et qui t'empêche de prendre les bonnes décisions pour toi. C'est toujours multidimensionnel, en fait, ce qu'on explore à l'intérieur de nous. Donc ça, je vous invite à ne pas tomber dans ce piège. Et donc je reviens sur le scénario, catastrophe, c'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. À chaque fois que j'entends ce mot catastrophe, je pense au film Les 3 frères, ça me fait super enfin ça me fait rire, voilà, ça me fait sourire. Quand vous explorez le scénario catastrophe, là, c'est le moment donc d'aller regarder comment vous pouvez prévenir cette situation et d'aller rechercher des ressources. Comme vous avez fait avec le scénario magique, vous allez regarder les ressources. Quelles sont les ressources que je peux mettre en place pour éviter le scénario catastrophe? Imaginons, je me dis: «OK, je prends la décision d'embaucher 2 nouvelles personnes dans mon équipe». Donc vous le savez, il y a un coût quand on embauche des personnes, notamment il y a un coût d'investissement au début, parce que le temps qu'on forme les personnes et qu'elles puissent apporter de la valeur dans l'entreprise, généralement, c'est pas tout de suite. Il y a quand même un temps d'adaptation. Il y a de l'énergie aussi, puis il y a de l'énergie, il y a un coût d'argent, mais il y a de l'énergie, du leader, de l'énergie de l'équipe et puis ça se passe sur plusieurs plans, en fait. Donc oui, il y a vraiment une prise de risque quand on embauche quelqu'un. Dans ces cas-là, vous pouvez regarder le scénario catastrophe et par exemple, en termes de ressources que vous pouvez mettre en place, ça va être, par exemple, bah, je mets en place un vrai processus d'onboarding pour la personne qui intègre mon équipe. Ça va être, par exemple, bah, les membres de mon équipe vont pouvoir prendre un rendez-vous chacun avec cette personne pour l'aider. Ça peut être un rendez-vous d'une demi-heure, hein, mais pour l'aider à intégrer l'équipe. Ça peut être, donc mettre en place des procédures. Moi, par exemple, les procédures de mon entreprise qui sont écrites, donc le mode de fonctionnement, comme mon entreprise, elle évolue super vite, elles sont jamais à jour et j'aimerais tellement un jour être à jour et je pense que ce sera le cas, mais pour le moment, ça ne l'est pas et donc quand quelqu'un intègre mon équipe, bah, c'est plus la personne qui va aller dans Notion et qui va mettre, à jour les processus. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de fonctionner comme ça. Mais en tout cas, c'est réfléchi et c'est pensé parce que c'est pas toujours, comment si on laisse ça au petit hasard et ben, oui, il y a une prise de risque. Il y a un autre point qui est essentiel, c'est que quand on rentre, par exemple, moi, au sein de mon entreprise, il y a certaines valeurs que je partage, des modes de fonctionnement et chez moi, la valeur vérité, elle est ultra importante. Donc je vais pas attendre 2 mois avant de le dire. Ça va être dès le départ et là, dernièrement, il y a une personne que j'ai voulu faire rentrer dans mon équipe et j'ai senti qu'au niveau de la valeur vérité, hem, j'ai senti qu'on n'était pas au bon endroit et que, moi, l'endroit où j'attends, une certaine posture, j'ai senti qu'elle pourrait pas forcément, l'atteindre et donc du coup, j'ai arrêté le processus et donc c'est bien de savoir exactement où on va et de se dire aussi à un moment: «Si je ne le sens plus», parce qu'il y a des non négociables chez moi, qui sont un peu, je peux pas passer à côté de ça, en fait. Moi, je sais que ce serait, qu'il y aurait un poids pour mon entreprise, donc il est hors de question. C'est important de regarder ça. Donc quand vous avez un scénario comme ça catastrophe, regardez quelles ressources vous pouvez mettre en place et ça va réellement vous aider à vous améliorer au sein de votre entreprise. Il y a un autre point que je voulais évoquer avec vous pour améliorer votre processus de décision, c'est que là, toute cette opération-là, ce que je vous propose, c'est-à-dire de vous connecter à votre vision, qui va être votre boussole intérieure hein, pour savoir, OK, est-ce que mes décisions viennent servir ma vision? Ensuite, de regarder le scénario magique et le scénario catastrophe. C'est que si on le fait que depuis un espace mental, on va se planter parce que
Quand je dis espace mental, c'est l'espace du cerveau, hein, parce qu'il y a différents plans. Mais l'espace du cerveau, il est à la fois, rationnel, il se fait agripper par les peurs, enfin, il est un peu malléable quand même le cerveau et on a vraiment besoin de le muscler au quotidien pour ne pas se faire happer. Il y a un processus que j'utilise avec mes clients et vraiment je conseille pour arrêter de se faire happer comme ça par les peurs, c'est le 6-3 libre et de le faire plusieurs fois par jour et on va le pratiquer, juste après. C'est de revenir dans une posture intérieure où on fait de la place pour éviter d'être baladé par des pensées dans tous les sens et ça va nous permettre de prendre des décisions où le plan mental et le plan intuitif, il y a un mariage ensemble. Il y a une corrélation qui est très, très forte et il y a une symbiose pour que l'intuitif vienne servir le stratégique et pour que le stratégique vienne servir, l'intuitif et donc on a besoin de cette alliance pour être dans une justesse intérieure et être en accord avec notre décision. Moi, ce que j'observe aussi, c'est qu'une décision qui est alignée avec nous, elle ne va pas créer d'état de flottement intérieur ou de vous savez, quelque chose d'assez électrique. C'est-à-dire quand on est dans une excitation ou quand on est, hem, dans une peur et le corps est un peu figé comme ça, généralement l'espace de décision n'est pas le bon. Ce qui est pour moi le plus juste à visiter, c'est l'endroit où la prise de décision, elle nous amène dans une posture de sagesse et c'est pour ça que pour moi, c'est essentiel d'être accompagné dans sa prise de décision, quand les décisions, elles sont challengeantes pour nous. Parce quand on se retrouve seul avec nos décisions, on est là et on n'a plus accès à notre espace de sagesse. Et moi, je le vois quand j'accompagne mes clients dans leur prise de décision. On est en séance, on est en coaching. Et là, ils sont connectés à leur cœur, ils sont connectés à leur mental. Enfin, il y a les corps qui sont reliés. Ils me disent, OK, c'est la bonne décision pour moi et je vais prendre cette décision. Et là, après, ils peuvent repartir dans leur espace. Donc, ça peut être soit avec le noyau familial, soit avec leur équipe. Si par exemple, leur équipe euh, a un peu peur de la vision que le dirigeant porte, bah, peut les amener dans un espace de doute à certains endroits. Et donc, dans ce cas-là, ils vont se faire happer par la peur alors qu'ils auront senti profondément que c'était la juste décision pour eux. Bah, en fait, ils vont se faire attraper par les peurs. Et donc, moi, je pense que quand on a des décisions challengeantes à prendre, c'est très conseillé d'être accompagné dans sa prise de décision. Et je rappelle que le coaching, qui est différent du mentorat, hein, mais le coaching, moi j'accompagne en coaching, en mentorat et en thérapie. Le coaching, c'est un espace où quand on est coach, on accompagne son client à se poser les bonnes questions. Donc dans un espace de coaching, c'est pas le coach qui vous dit quelle décision prendre. C'est le coach qui vous offre un espace où vous avez accès à votre sagesse intérieure pour prendre la bonne décision pour vous. Quand on est connecté dans un espace de sagesse, ça va être beaucoup plus notre version du futur, de ce qu'on a envie d'atteindre, qui va prendre nos décisions que notre version du passé. Et ça, c'est un point qui est essentiel que j'ai envie de vous partager. Pourquoi? Parce que j'observe que quand on a une décision à prendre, on va se dire parfois: «Ouais, mais ça, j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Donc pourquoi je reprendrais le risque?» Ça vous parle quand je vous dis ça? Pourquoi je reprendrais le risque en fait? J'ai déjà essayé, ça marche pas, pourquoi je me ferais confiance de nouveau? C'est très français de parler comme ça, de penser comme ça, très français. Hem, vous le savez, on le dit souvent, mais c'est tellement moi qui voyage et qui vais à l'étranger, je le vois. Aux États-Unis, on aura beaucoup plus confiance en quelqu'un qui a foiré plusieurs entreprises, 2-3 entreprises, qui les aura mis en liquidation, hein, que, en quelqu'un qui n'aura jamais foiré d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une personne qui a eu plusieurs échecs, du coup, elle a une base de données, en fait. Elle a une compréhension des sujets, des écueils qu'il y a eu pour pouvoir s'améliorer. Qu'une personne qui n'aura pas rencontré, des échecs, bah, on se dit: «Ah, il y a moins de données pour prendre la décision juste». Et donc quand je vois des personnes qui prennent des décisions en me disant: «Mais je me suis déjà plantée en fait, ça a pas marché donc non, j'ai peur d'y aller». Moi j'ai juste envie de leur rappeler, de dire: «Mais justement, si par exemple tu as fait un lancement et que tu t'es plantée à ton lancement, tu as pu voir en termes de feedback qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché. Donc tu as des données supplémentaires pour aller vers la voie du succès». Et vous le savez, le succès c'est quoi? C'est une accumulation d'échecs. Il y a quelques cas, mais très faibles en fait, c'est très rare en fait.
comme dans le milieu de la musique, par exemple. Quelqu'un qui devient, qui a la première chanson a un succès phénoménal, mais c'est tellement rare. Ce qui est le plus fréquent, c'est d'échouer, 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 d'échouer et paf, le succès. Pourquoi? Parce qu'on a accumulé de la connaissance pour aller vers le succès, tout simplement. Donc quand quelqu'un me dit: «Mais j'ai déjà échoué, donc j'ai peur d'y aller», oui, je comprends que tu aies peur d'y aller. Mais ce qui est important, c'est que ce ne soit pas ta peur et donc ta version du passé qui prennent la décision. Ce n'est jamais bon quand ce sont nos peurs qui prennent les décisions pour nous. Ce qu'on peut faire, c'est aller regarder quel est le message que m'envoie cette peur. OK, ah, cette peur, elle m'envoie le message que je peux me planter, que ça peut être difficile pour moi de vivre un échec. OK, ah bah j'ai besoin. OK, quelles ressources je peux aller chercher, par exemple? Bah, j'ai besoin de m'élever dans mon leadership émotionnel pour être capable de faire face à une situation où je me sens déçue. C'est important de rationaliser tous ces process pour prendre de meilleures décisions. J'ai envie de vous embarquer avec moi dans juste une petite expérience, pour vous aider là, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez une décision à prendre. Donc je vais vous embarquer, dans une petite méditation pour que vous puissiez prendre, votre, décision. Donc ça va être tout simple et tout léger. On va le faire ensemble. Je vous invite à fermer les yeux. Donc si vous écoutez ce podcast en voiture, bah, ne le faites pas, vous allez attendre un peu, et vous le ferez l'expérience plus tard. Je vous invite là maintenant à fermer les yeux et à vous connecter à la décision que vous aimeriez prendre et que vous repoussez un peu. OK, vous êtes connecté à cette décision, à cette question que vous vous posez. Donc là maintenant, vous allez juste respirer, mais avec votre flux naturel de respiration, avec votre amplitude respiratoire à vous, juste pour revenir dans le corps. Et soyez attentif à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps sans vous juger. Là, tu restes dans une écoute de toi. Là, je vais te dire par exemple ce qui se passe en moi. Moi, j'ai comme des petits guilis au niveau du bassin, des sensations assez désagréables. Donc, je prends soin de ne pas les juger, juste j'observe et je le sais. Et c'est beau de savoir ce qui se passe dans notre corps. Fais la même chose avec toi. N'identifie pas si c'est positif ou négatif. Juste rentre à l'intérieur de ton corps par la respiration. Et là maintenant, tu vas partir sur une respiration en 6-3 libre. Donc pendant 6 secondes, tu vas inspirer par le nez. Pendant 3 secondes, tu vas retenir ton souffle. Et de manière libre, tu vas expirer par le nez. Toujours par le nez. Je vais commencer à compter, tu vas commencer à inspirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu retiens. 2, 3. Et tu expires de manière libre. Par le nez. Et tu repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu retiens. 2, 3. Et tu expires de manière libre. Et tu repars encore sur 3 cycles en autonomie. Donc tu comptes en 6 temps, 3 temps et de manière libre dans ta tête. Et juste tu respires, t'as juste à respirer, c'est aussi simple que ça. OK. Tu continues encore sur un cycle. Donc tu pourrais continuer plus longtemps en fonction de ton état intérieur. Parfois on est dans un état de calme, donc on peut le faire juste sur 5 cycles. Parfois on a besoin de le faire 10 minutes. Mais là en tout cas tu restes, cette pratique elle te permet de faire le vide et d'arrêter d'avoir plein de pensées qui viennent dans tous les sens. Et là tu vas te connecter profondément à ta vision, à ce que tu as envie d'accomplir sur Terre, dans ta vie personnelle, dans ta vie pro, l'endroit où tu as envie de vivre, dans quel espace, dans quelle maison tu as envie de vivre, qui sont les personnes qui t'entourent, comment tu reçois de l'amour chaque jour au quotidien, comment tu te sens aimé, quelle est ton œuvre, ton métier, ta contribution au monde, et jusqu'où tu as envie d'aller, sans limite, juste parce que la vie est un jeu.
Un espace où tu t'autorises tout. Tu te connectes profondément à ta vision de tout ce qu'il est possible de créer sur Terre. C'est ta boussole intérieure, c'est ton guide en permanence qui t'aide à avancer avec chacun de tes pas. Et là, tu vas regarder si la décision que tu as envie de prendre, si elle est en relation avec cette vision, si elle va t'aider à réaliser cette vision pour toi, de ta vie perso et de ta vie pro, si elle est au service. Et tu vas regarder en prenant cette décision, quel serait le scénario magique. Juste imagine, qu'est-ce qui se pourrait se passer de grandiose dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux accomplir? Qu'est-ce qui s'offre à toi quand tu dis à l'univers, mais oui, je suis prête, je suis prêt à m'engager sur cette voie. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et qu'est-ce qui peut être encore plus beau, encore plus grand? Laisse aller. Et regarde à quel point tu t'aimes. Regarde à quel point c'est beau pour toi. Et maintenant, tu vas regarder le scénario catastrophe. Alors là, il n'y a rien qui va. Tu as pris cette décision qui était un choix pour toi et c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe dans ton scénario? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce qui est difficile pour toi à vivre? Qu'est-ce que tu ne voulais surtout pas vivre? Ok. Et maintenant, tu vas regarder s'il y a des ressources qui peuvent t'aider à prévenir ce scénario catastrophe. Qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement pour éviter cette catastrophe? Ou pour que ce soit beaucoup plus doux et fluide à vivre pour toi? Tu respires profondément. Puis maintenant, tu poses l'intention de te relier à bien plus grand que toi, à cette sagesse infinie qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu ressens pour toi? Tu sais très bien, au fond de toi, quelle décision tu as à prendre. Juste, il y a certains mécanismes d'auto-sabotage en toi qui essayent de fuir une situation, qui essayent de ne pas prendre la décision, que ce soit oui ou que ce soit non. Mais il y a certains mécanismes de fuite. Regarde quelle décision, là, ta sagesse intérieure, elle a envie de prendre pour toi. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Et fais grandir cet espace. Fais-toi confiance. Regarde, ici et maintenant, ta version du futur. Qui est-ce que tu as envie de devenir? Respire et connecte-toi à ta version du futur. Laisse-lui de l'espace, respire. Et si tu vois que tu es encore éloigné de ta version du futur, juste respire avec elle, avec cette version de toi. Imagine-la, regarde comment elle est habillée, comment elle se comporte, comment elle réagit, comment elle goûte à la vie. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette version du futur? Respire, fais grandir à l'intérieur de toi. Et si tu sens des petites impatiences, des petits agacements, tu peux même te secouer un peu. Fais circuler l'énergie. Tu pourrais te lever et danser. Si tu es dans un espace d'ancrage, fais grandir cette sagesse intérieure à l'intérieur de toi. Ok. Et là, fais le bilan, respire. Qu'est-ce que tu perçois? Comment tu as avancé dans ta prise de décision? Quelle est la décision qui est profondément juste pour toi et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour soutenir cette décision, pour faire de cette décision un réel succès? Respire. Et tu vas prendre un dernier inspire-expire. Et tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Et puis si tu veux, tu peux mettre ce podcast sur pause et puis prendre des notes, revenir à toi. Et c'est un espace qui est précieux, l'espace auquel tu te connectes. Et tu le sais, depuis cet espace où je te parle, quand tu prends tes décisions, depuis un endroit où en fait ce sont les peurs, où c'est le petit brouhaha mental, où il y a un brouillard mental, où c'est les peurs des autres. Et quand je dis les peurs des autres, ça peut être les peurs de, quel que soit ton âge, tu aurais 80 ans, ce serait pareil, ça peut être les peurs de ton père, les peurs de ta mère, le transgénérationnel. C'est « Ah,
Ma mère, en fait, elle est tout le temps en train de stresser pour moi d'envisager le scénario pire. Donc, bah, moi, en fait, j'ai pris l'habitude de prendre mes décisions depuis cet espace dans ma vie. Ça peut être ça. Ça peut être mon père a peur pour moi. Mon mari a peur pour moi. Ma femme, elle a peur pour moi. Donc, en fait, je me fais un peu polluer par les peurs des autres. Et c'est ton rôle, hein, de revenir avec ton leadership émotionnel et énergétique dans ton alignement intérieur. C'est ton rôle de leader. Et ça se passe, encore une fois, au quotidien. Donc, regarde comment tu ressors de cette pratique. Et je vais continuer avec ce que je voulais te partager. Donc là, je t'ai partagé comment tu peux éviter de te faire prendre par ton toi du passé qui a vécu des échecs et ne veut surtout pas revivre un échec. Donc la première chose à faire, c'est vraiment d'identifier pourquoi ça a été des échecs. Et donc tu récupères toutes les ressources, toute la base de données qui te permet de t'améliorer. Et la deuxième chose à faire, là, c'est au niveau mindset. Comment tu peux passer d'un mindset d'échec à un mindset de succès? Et donc là, ça va être des pratiques, donc notamment le 6-3 libre peut t'aider, mais des pratiques énergétiques et notamment que je propose dans mes espaces pour toujours te rebrancher à la fréquence du succès et ne pas te faire happer par la fréquence de l'échec. Parce que c'est très facile quand on a déjà été en échec de se dire: «Ah ben non, j'ai déjà été en échec une fois, donc je retombe tout le temps dans le travers de la fréquence de l'échec». Mais c'est ton rôle en tant que leader de te rebrancher énergétiquement tous les jours, au quotidien, dans la fréquence du succès. Je le fais moi-même tous les jours. C'est un exercice, c'est une discipline. C'est comme aller à la salle de sport. Quand on est des grands leaders, on est comme des athlètes du haut niveau, donc c'est notre rôle de faire ça. On ne peut pas faire l'économie de se brancher à la fréquence du succès. C'est impossible. On ne peut pas. On est invité chaque jour à revenir dans un état de je peux tout réaliser, tout est possible, et de se connecter à nos ressources intérieures pour pouvoir le réaliser. Il y a une autre question à se poser, c'est qu'est-ce que je sais aujourd'hui que je ne savais pas avant mon dernier échec? Ça, c'est important quand on a essuyé ce qu'on appelle des échecs, parce qu'encore une fois, on pourrait revisiter ce que nous-mêmes on a appelé des échecs. Parce que parfois, ce qu'on appelle nous-mêmes des échecs ne sont pas du tout des échecs. Mais je ne vais pas détailler dans ce podcast-là aujourd'hui, mais je pense que ça, c'est un point important. Qu'est-ce que je sais aujourd'hui que je ne savais pas avant mon dernier échec? Et donc maintenant que je le sais, ça va m'aider à aller vers le succès. Et donc, je vous invite, quand je vous dis de vous rebrancher à la fréquence du succès, je vous invite à faire quelques shifts intérieurs. Un premier shift intérieur, ça pourrait être j'ai échoué, donc je n'y vais pas. Et là, ce serait de passer à j'ai appris, donc je sais faire différemment. Reprogrammez votre mental à revenir dans cet espace. Un autre espace qui pourrait être bah non, je vais décider depuis mes espaces de peur. Bah non. Les grands leaders, ils apprennent à décider depuis un espace d'alignement intérieur. Et c'est pour ça que je pense profondément qu'on a besoin d'être accompagné dans nos processus de décision. Passe de je m'identifie à mes échecs à je me renforce grâce à mes échecs. Tu n'es pas tes échecs. Non, tes échecs te permettent de te renforcer. Passe de je fuis une décision. Je cherche à fuir en permanence à non. En fait, je cherche à m'aligner en permanence. Et notre réserve énergétique au quotidien, elle est illimitée. Donc si tu mets ton énergie pour fuir, tu vois, pour alimenter les peurs, tu ne pourras pas mettre ton énergie pour t'aligner et pour nourrir ton espace du cœur et espace de sagesse intérieure. Donc il y a un choix à faire et ça peut être un choix de chaque seconde, réellement. Plus on est musclé, moins on a besoin en permanence de se réaligner. Plus ça se fait naturellement. Mais au départ, ça peut être un choix de chaque seconde de ne pas se faire happer. Et ensuite, dernier point, croire que « je suis en échec et du coup c'est fini », passer de cet état-là à dire « mais non, mais j'y arriverai pas », à un état où on se dit « en fait c'est juste la version bêta, c'est juste une version provisoire et en fait j'apprends à itérer », comme dans le monde des startups. Ok, bah là grâce à ce mini-échec qu'on appelle échec, ok, j'ai compris ce qui fonctionnait pas donc je m'améliore. Amélioration continue, tac, je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore. Voilà, sur ce que je voulais vous partager pour que vous puissiez améliorer votre prise de décision. Ça fait beaucoup d'informations. Je suis contente que vous puissiez, que vous ayez eu une pratique pendant ce podcast. Je vais vous inviter, je pense qu'on va la remettre on va couper cet extrait
avec la pratique pour que vous puissiez la refaire dans le podcast aussi, en bonus en fait, la refaire en permanence. Encore une fois, plus vous allez prendre des décisions depuis un espace d'alignement intérieur, parce que c'est ça, plus vous allez pouvoir aller vers la voie du succès. Et un bon leader, ce n'est pas quelqu'un qui prend toujours des décisions, les bonnes décisions, parce qu'en soi, ça n'existe pas réellement une bonne décision. C'est pas ça. C'est quelqu'un, un bon leader, qui sait prendre des décisions depuis un espace d'alignement. Donc c'est votre rôle aujourd'hui de prendre chacune, je répète, chacune de vos décisions depuis un espace d'alignement. Moi, j'ai très à cœur de vous accompagner sur vos sujets, que ce soit dans mes espaces de coaching, dans mes espaces de formation, dans mes espaces de membership, où vous avez des formations qui sont dédiées pour que vous puissiez vous élever dans cette fréquence. Donc, je vous invite à rejoindre, il y a un bouton, je pense, en description sous la chaîne YouTube ou dans la plateforme de podcast. Vous pouvez nous contacter sur la page Instagram Amandine Coteau. Prenez contact avec moi ou avec mon équipe pour savoir comment on peut vous accompagner dans votre posture de leader à vous élever dans vos prises de décision. Hâte d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. J'ai aussi à cœur de lire vos commentaires, tous vos retours sur cet épisode. Et je vous invite à le partager aussi, parce que plus vous allez être entouré de personnes qui ont les mêmes pratiques que vous, plus ça vous permet de les faire grandir à l'intérieur de vous et de faciliter votre prise de décision. À bientôt.